Monsieur Jeannot Melk du Luxembourg pour nous présenter pourquoi on a besoin de meilleurs soins post-accident. Monsieur Jeannot, on vous demande de gagner un peu de temps. Avant la pause café. Merci. Je vais aussi parler en français, puisqu'étant luxembourgeois, le français est une de nos langues administratives. Et j'ai constaté quand nos amis français ont parlé, il y avait moins de gens qui ont mis un casque. Van de Sloop, Letzeboer schwätzen, weil keiner verstehen. Ça, c'était du luxembourgeois. J'ai dit, il y a quelqu'un qui parle du luxembourgeois. Voilà, très bien. Mais je vais continuer en français. Donc, pourquoi est-ce que les soins post-collision sont très importantes? Bon, d'abord, si les 4 premiers piliers ne sont pas bien exécutés, donc la prévention, ou nous on préfère parfois aussi dire la réduction des dangers sur les routes et dans les rues, il faut ce 5e pilier de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies. Je vais sauter un peu vite la présentation, puisque vous allez trouver toutes les informations sur notre association, sur le site Internet et aussi sur nos médias sociaux. Voilà. Nous, on avait une fois, pendant la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, qui est chaque 3e dimanche en novembre, on avait une fois écrit la façon dont un pays répond aux morts et aux blessures graves sur la route. Ça, c'est aussi un signal comme quelle importance il donne à la sécurité routière. Et l'année passée, c'était un slogan très important, puisque chaque année, pour la journée mondiale des victimes de la route, on associe un des slogans à un des 5 piliers de la décennie d'action pour la sécurité routière. Et l'année passée, c'était le tour au 5e pilier, donc les soins post-collision. Et là, on avait développer une affiche qu'on mettait à disposition de tous nos membres et de tous ceux qui voulaient aussi célébrer la journée mondiale des victimes de la route. Là, je crois que c'est dans votre langue. Ça voulait dire c'est très important d'avoir des soins médicaux, mais aussi d'investiguer, de faire de la recherche. Pourquoi les collisions sont arrivées, mais aussi pour nos victimes, c'est important qu'il y ait une justice civile et criminelle qui est rendue. À l'occasion de cette même journée, 2016, l'OMS avait aussi présenté un livret sur les éléments de la réponse après les collisions. J'ai quelques exemplaires ici. Pour le moment, c'est en anglais, mais je crois que l'OMS, ils font aussi les traductions en français et dans les langues officielles de l'Organisation mondiale de la santé. Et là, la conclusion était aussi que nous, en tant qu'association de victimes de la route, on connaît très bien qu'il y a beaucoup de problèmes après les collisions, pas seulement ceux qui ont perdu un être cher dans une collision de la route, mais aussi ceux qui se retrouvent comme blessés graves. Et c'est pour ça que c'est très important de faire aussi beaucoup de recherches, et ce qu'on a entendu par les présentateurs avant, sur ce qui se passe après la collision. Ça, c'est aussi une image que j'ai copiée du livret. De toute façon, ce livret est aussi accessible sur le site de l'OMS en langue anglaise, et je vous conseille vraiment de le consulter, puisque c'est quelque chose de très important et qui souligne aussi encore une fois que le thème de cette table ronde est très important, et c'est pour ça que je remercie aussi la prévention routière internationale d'avoir mis à l'ordre du jour aussi le sujet du 5e pilier, qui, moi, je suis dans ce métier depuis 23 ans. Au début, quand j'ai commencé, on ne parlait pas tellement des victimes dans le secteur de la prévention routière ou de la sécurité routière. Maintenant, normalement, si ça marche, on devait avoir un film, non?
C'est aujourd'hui la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Comme chaque année, à cette occasion, nos pensées vont aux 1,2 million de personnes tuées, ainsi qu'aux millions d'autres personnes gravement blessées sur les routes dans le monde. Il existe des solutions pour éradiquer cette calamité humaine. Les pays doivent accélérer leur action pour l'amélioration des lois et leur application sur les risques tels que la vitesse. Reconcevoir les routes avec des infrastructures de protection telles que des trottoirs et veiller à ce que tous les véhicules soient équipés de technologies permettant de sauver des vies. La Journée mondiale du souvenir cette année met en évidence le fait que, même lorsqu'un accident de la circulation se produit, il existe un potentiel énorme de sauver des vies et de réduire le handicap. Pour ce faire, les pays doivent mettre en place à temps les soins d'urgence, les soins médicaux, de soutien psychologique et la réadaptation pour les blessés. Aujourd'hui, trop de pays encore n'ont pas mis en place ces soins post-accident, pourtant tellement nécessaires. Et ceci est très regrettable, car on estime que des soins d'urgence appropriés dans tous les pays pourraient sauver 1 demi-million de vies chaque année. Afin d'atteindre l'objectif de développement durable, qui est de réduire de 50% d'ici 2020 le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes, nous devons veiller à ce que ces mesures soient prises. En cette journée mondiale du souvenir, rendons hommage de la meilleure façon possible à ceux qui ont perdu la vie et prenons les mesures urgentes nécessaires pour rendre nos routes plus sûres pour tous. Mes collègues et moi-même vous souhaitons une journée mondiale du souvenir réussie. Là, il y avait un message d'Étienne Krug, le directeur de l'OMS, et aussi le directeur de la UN Road Safety Collaboration Forum du Forum des Nations Unies pour la sécurité routière, dont notre fédération est aussi un membre. Donc j'enchaîne. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça a été déjà dit qu'il y a les 5 piliers. Comme toutes les présentations seront après disponibles sur le site internet, je ne vais pas aller dans le détail pour sauver du temps, pour gagner du temps. Un élément qui était très cher, moi j'étais aussi le président de l'Association nationale des victimes de la route au Luxembourg. On avait aussi fait une publication, on l'appelait ça le Rescue Code. Ça c'est un barcode où il y a les détails des différents types de voitures pour que les pompiers ou les ambulanciers qui viennent sur place, qu'ils savent exactement où couper pour faire la désincarcération. Et je crois maintenant avec le e-call que la Commission européenne, qui devrait être obligatoire à partir d'octobre 2017 dans toutes les nouvelles voitures vendues en Europe, on va aussi avancer pour que les services ambulanciers auront bien les informations nécessaires, comment intervenir et quoi faire sur les lieux des collisions. Voilà. En 1999, il y avait la première réunion d'une alliance des ONG travaillant pour la sécurité routière et pour les victimes de la route à Bruxelles. Et là, on appelait ça la déclaration de Bruxelles, où on mentionnait déjà que c'est très important de s'occuper des victimes tout de suite après qu'il y a une collision, de faire des investigations avec des mesures pour prévenir que la même collision, le même type de collision ne se vienne pas une nouvelle fois, et que c'est aussi important d'avoir une réhabilitation et une réintégration des blessés, soit dans la société, soit aussi dans le milieu professionnel. Et la PRI, ça c'est un peu trop vite, la PRI était aussi un des signataires de cette déclaration de Bruxelles. Et tous ces documents, vous pouvez les consulter aussi sur notre site internet. Notre fédération avait fait une fois une étude aussi sur l'impact sur les victimes qui sont décédées ou qui sont grièvement blessées. J'ai un exemplaire ici, ça existe en résumé dans toutes les autres langues pour ceux qui sont intéressés à cette étude, même si elle date de 1997. C'est toujours vrai aujourd'hui, puisque
c'est que les victimes souffrent après une collision. Ça n'a pas changé. Ou si c'est en Tunisie, ou si c'est au Luxembourg, ou en Afrique du Sud, ou en Amérique du Nord, c'est tous pareil. Et là, on a aussi constaté, par exemple, que le premier soin, c'était surtout venu des ambulances et des milieux hospitaliers. Et que 80% des victimes ont déjà eu un premier soutien, qui est très important aussi. Mais ce qu'on a constaté aussi, qu'il y a toujours des souffrances, même après 3 ans, soit psychologiques ou des souffrances physiques. Donc la conclusion, c'était de cette étude de 97, c'était surtout que l'information n'est pas adéquate, qu'on a besoin de beaucoup plus de support pratique, mais aussi émotionnel et aussi légal, et que surtout les associations, que les victimes ne sont pas satisfaites avec la justice criminelle et civile, et qu'il n'y avait pas aussi une reconnaissance du traumatisme crânien. Avant, ça a été déjà mentionné à plusieurs fois que souvent ceux qui souffrent d'un traumatisme crânien, dont il y a beaucoup de victimes de la route, parfois ils ne sont pas reconnus qu'une blessure grave, puisque a priori on ne voit pas toujours que c'est quelqu'un qui est grièvement blessé. Et moi je connais personnellement des victimes qui souffrent d'un traumatisme crânien par mon travail dans les associations, et je sais que c'est vraiment un grand problème. Et là, on a proposé, dans cette étude, de créer des centres publics pour le support gratuit et financier des associations de victimes. Au Luxembourg, on a la chance, par exemple, que notre association est soutenue par le ministère de la Famille, qui paye pour une psychologue, un poste psychologue, un poste assistante sociale, pour le loyer et pour les frais de fonctionnement. Si ça serait le cas dans tous les pays, je crois que les associations qui viennent à l'aide aux victimes de la route, et les victimes, surtout eux-mêmes, seront mieux servies, si je peux dire ainsi. Il s'agit aussi des assurances qui doivent faire des paiements adéquats. Et aussi, comme en France, il y a l'expression que même s'il n'y a pas de collision qui survient, que quelqu'un s'est déjà comporté pas correctement, que ça peut déjà être puni, puisque à un certain moment, lorsqu'on a trop bu ou on va trop vite, on doit savoir qu'on peut faire du dommage aux victimes. Voilà. Une étude plus récente, c'était ensemble avec l'Institut belge de sécurité routière, où on a fait une enquête sur Internet sur les blessés graves, puisque il y a 20 ans, on parlait surtout de ceux qui sont morts sur la route. Et on oubliait souvent les blessés graves, les traumatismes crâniens. Et nous, en Europe, on a maintenant aussi insisté d'abord qu'il y a aussi un chiffre de réduction pour les blessés graves, comme il y a pour les Nations Unies. Et enfin, je crois maintenant la Commission a compris qu'il faut aussi considérer plus des stratégies pour les blessés graves. Et toutes ces enquêtes, comme celle-là, nous aident aussi un peu à comprendre les problèmes. Là, on voit que c'était par région, cette enquête. Le résultat de l'enquête sera publié. On a un petit résumé, mais comme l'enquête s'est terminée fin de l'année passée, on n'a pas encore tous les résultats. Ce qui était intéressant, 3/4 des gens qui ont répondu, c'était des usagers de véhicules motorisés. Là, les conséquences étaient à peu près les mêmes, ce qu'on a constaté dans l'enquête, le Blue Book, qu'on appelait en 97, que 80% des gens qui étaient sérieusement blessés, ils récupèrent jamais complètement. Avant, on a déjà parlé du post-traumatic stress disorder et tous ces problèmes. Moi, je ne suis pas médecin, mais tous ces termes sont familiers, puisqu'on en parle souvent. Cette étude s'appelait My Life After the Crash, ma vie après la collision. On a aussi constaté que beaucoup de victimes continuent à souffrir psychologiquement, mais aussi financièrement. En moyenne, les victimes ont un revenu de 1 000 à 1 500 euros de moins par mois. Donc c'est aussi un constat. Et là, on a aussi, comme recommandation, on a dit qu'il faut aussi considérer les victimes, les blessures graves, comme un indicateur, ce qu'il faut faire pour la prévention routière.
Donc beaucoup plus de dates, beaucoup plus de recherches sur ce sujet. Et enfin, la dernière activité qu'on a eue, c'est avec le ETSC, le transport, le European Transport Safety Council, le Conseil européen de la sécurité dans les transports. On vient juste d'avoir notre première table ronde en Finlande, que j'avais l'honneur de modérer, où on va maintenant aller dans beaucoup d'autres pays pour avoir les meilleures pratiques pour les services ambulanciers, pour les services des pompiers, ce qui, en fait, c'est ce qu'on appelait la post-crash care, donc les soins. Nous, dans la déclaration de Bruxelles, on voulait avoir parlé de la post-crash response, donc de la réponse après la collision, qui est beaucoup plus large puisque ça inclut les investigations et aussi les problèmes juridiques. Mais le post-crash care, donc c'est Revive, projet de l'ETSC, il veut après aussi donner des recommandations. On sera maintenant en novembre à Vienne pour les pays autour de l'Autriche. Et finalement, voilà, ça c'était l'image, ça allait trop vite, de la Finlande, à Helsinki. C'était très intéressant aussi pour moi. Et notre stratégie, c'est, comme je disais avant, c'est aussi de mettre plus l'accent sur la stratégie après collision que le secteur des soins, puisque là il s'agit du secteur des soins, puisque le problème que nous on avait avec l'ETSC, qui eux sont en relation avec des experts de la sécurité routière, c'est souvent les ministères de transport. Donc maintenant il fallait des experts des hôpitaux, des experts du ministère de l'Intérieur qui sont en charge des services ambulanciers, et j'étais très content de faire la connaissance de nos amis français, puisque lorsqu'on sera en France, j'aurai déjà des contacts pour proposer à l'ETSC pour faire partie. Et finalement, on était aussi invité à Valletta, en Malte, à la déclaration, il y avait une réunion des ministres européens des Transports, où on a aussi, dans la déclaration de Valletta, on parlait qu'il faut maintenant vraiment développer le e-call et aussi qu'il faut accentuer un peu plus les mesures post-collision, ce que la Commission n'avait pas fait auparavant. Les Nations Unies, l'OMS, ils se sont bien occupés de ces questions-là, mais maintenant, enfin, la Commission ou le Parlement européen vont aussi, enfin, s'occuper de ce sujet très important pour nous. On this World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, we mark the occasion by honoring the more than 1.2 million people killed on our roads every year, and the many millions more who are injured. As the World Health Organization and partners have advocated for nearly 2 decades, there are solutions to this human-made calamity. Countries must accelerate action to improve laws and enforcement on risks like speeding. Redesign roads with protective infrastructure such as sidewalks, and ensure that vehicles everywhere are equipped with life-saving technologies. This year's World Day of Remembrance highlights the fact that even after a road traffic crash occurs, there is an enormous opportunity to save lives and reduce disability. Countries can do this by providing timely emergency care, medical treatment, psychological support, and rehabilitation for the injured. They should also investigate crashes and provide justice to the injured and bereaved. Today, still too many countries fail to provide this much-needed post-crash care. And this should be addressed, as it is estimated that appropriate emergency care could save 500,000 lives each year. To achieve the Sustainable Development Goal Target 3.6, which is to reduce by 50% by 2020 the number of people killed and injured on our roads, we must work to ensure such measures. On this World Day of Remembrance, let us honor in the best way possible those who've lost their lives and take the urgent steps needed to make our roads safe for all. My colleagues and I wish you a successful World Day of Remembrance. Thank you. Un message d'Étienne Krug en anglais. Donc je vous remercie pour votre attention et je donne le micro à notre modérateur. Merci. Merci M. Jeannot. Vous êtes l'expert. Vous avez encore insisté sur la prévention.
sur l'importance des premières heures, de la première heure pour minimiser les décès et minimiser les séquelles. On vient de finir la première séance. On a droit à 10 minutes de discussion et j'invite les orateurs à se mettre sur la table et à subir quelques questions dans la salle. Madame Constantinou, il nous manque. Alors, cette première séance a été dédiée essentiellement à la prise en charge sur le lieu de l'accident, rapidité, célérité, efficacité, comment ne pas aggraver les lésions, comment conditionner le patient. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui sont destinées à un des orateurs que vous avez vus ce matin? Allez-y, toi. Merci. Autant que... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Mouhiddine Lahi, je suis professeur universitaire, je suis président du bureau directeur du Croissant Rouge et je suis formateur en premier secours. Ex-conférencier international, même pas 0,1%, même peut-être aussi dans certains pays du monde arabe. Alors qu'en Europe, comme vous le savez, à 95%, ils sont détenteurs du diplôme de secourisme à partir de l'âge de 12 ans. En fait, il a suffi qu'il me connaisse une fête hier à Hadith. Concernant ce qui se passe en Tunisie, je suis responsable du premier centre de traumatologie dans le pays, celui de Benarouz. Et ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de transports médicalisés en Tunisie dans les accidents. Par rapport à 20 ou 25 ans en arrière, on avait des fois des patients venaient accidentés dans des voitures normales, quoi, pas dans des voitures médicalisées. De plus en plus, on a des transports médicalisés qui sont assurés par soit le SAMU, soit la protection civile. Et les gens qui s'occupent de ça sont des gens qui sont formés. D'abord, ne pas aggraver les lésions. Les patients sont bien conditionnés dans des matelas coquilles. Le rachis est tenu dans l'axe comme il faut. Et on a les transports qui sont effectués. Et je peux vous dire que plus de 90% des patients accidentés qui arrivent au centre de traumatologie de Benarouz sont après un transport médicalisé. Et dès qu'ils arrivent, ils bénéficient d'un bilan exhaustif complet, avec tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic précis de tout ce qu'ils ont, un scan corps entier c'est nécessaire, des angiographies c'est nécessaire, tout ce qui est nécessaire est fait sur place. Nous avons droit à une dernière question, on me fait savoir qu'on est tenu par le temps. Une dernière question. Encore une question. Ok, d'accord. Hicham Diori from National Committee of Prevention from Traffic Accidents. I have a question for Dr. Rihanna. You talk about telephone triage. We saw that we have 5 priority, starting from 8 minutes to 60 minutes. What about crashes, road crashes? What is the time average and what you do? Because we saw many pictures about on the beach, on the mountain, but we didn't see about crashes. Thank you. Thank you for the question and for giving me the opportunity to explain a bit more. When I show you the page with the colors, red, orange, green and yellow, that was everything for including crash accidents that are severe or non-severe. Red codes are for all car accidents, for all trauma patients that in a severe situation that their life is threatening from some injury. So with the telephone triage, the dispatcher
can understand that this patient is priority 1, has life-threatening situation, so he give red code, red color. That means that the ambulance have to go as fast as it can, and that is under 10 minutes. It's around 8 minutes in cities, okay? When are not in cities, it's about 15 or 20 minutes, depends in which area, if there are mountains or not, and depends with area. And this is for all the patients, are coded with color, so the dispatcher can understand, the ambulance crew can understand, and even more, they can provide first aid from telephone. They start from the beginning that they receive the calls, and they explain to the other civilians how to treat the patient till the ambulance arrives. Okay? Thank you. Une dernière question. Thank you so much. My name is Hala Sakr. My name is Hala Sakr, and I am from the WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean. I'm responsible for the regional program on prevention of violence, injuries, and disabilities. And in fact, as our regional director mentioned yesterday, the prevention and control of road traffic injuries is one of the regional office priorities over the next 5 years. Thank you so much for the presentations. They were very informative. One of the presenters put a slide with the objectives of an effective emergency and trauma care system. And what was preserve life, prevent deterioration, promote recovery. I would add, contribute to primary prevention of occurrence of crashes, injuries, and deaths. And in the WHO, I would like to stress this, the important role of health, in particular, emergency medicine, in primary prevention, because at many times this is not perceived or sufficiently perceived and assimilated by health professionals themselves at many times. And they have a key role. In the document that FEVR, the WHO document, the post-crash response document that was published last year by WHO, the systematic collection of data was mentioned, not only on injuries, but on crashes as well. The information that comes from emergency room, from emergency medicine professionals, can inform the design and implementation of effective prevention interventions. For example, in Washington State, we all know that making child restraints mandatory was based on data from emergency rooms of the child injuries and deaths due to ejection of children outside cars in the event of a crash. Head injuries, the information around head injuries in case of motorcyclists, for example, and not only in terms of severity, but also in terms of the type of injury, how it is presenting, these different aspects plays a very important role in the way the design of the helmets should be done, on the legislation. Now when we look previously, helmet wearing legislation was mandating simply that people wear helmets. Now best practice criteria are wearing the helmet for all riders on the motorcycle based on specific standards and a very simple legislative article on fastening, simply fastening the helmet. So this role should not be forgotten, please. The role of health, in particular emergency medicine, in informing and feeding into prevention of
the occurrence in the first place. Thank you so much. Merci pour toutes ces précisions. Je remercie l'assistance, tous les orateurs, et je vous convie à la pause café. Merci. Thank you.